Voilà, nous sommes dans la deuxième et dernière séquence du brocantage médiatique sur le premier numéro avec nos confrères de Progrès Social, Jean-Claude Rode, Olivier Dancien de Guadeloupe Première, aussi notre ami Jacques Dancal de Nouvelle Semaine. On devrait avoir France sensible, mais enfin bon. Bref, alors juste avant de reprendre cette deuxième séquence, j'ai un jeu, deux invitations à distribuer, puisque demain soir, il y a un spectacle de danse qui s'appelle Toutankhamon. Et j'ai deux invitations, voilà. Si vous appelez au 96 10 10 et vous me dites qui était Toutankhamon, vous gagnez rapidement. Ces deux tickets. Qui était Toutankhamon, le vrai. Voilà. Alors, donc on reprend sur notre débat et on va parler un petit peu justement de ce qui fait la une de Nouvelle Semaine, de Nouvelle Étincelle, EDF pays en grève. Alors, EDF, c'est un jeu de mots là, hein, EDF pays en grève. Alors, à votre avis, est-ce que cette grève-là, elle est encore justifiée, justifiable et qu'elle va, à un moment donné, on va trouver un accord? Olivier. Est-ce qu'on va trouver un accord? Je pense que les partis sont obligés de trouver un accord ou alors de signer Est-ce que Gaillard est revenu? Il est revenu, mais il est reparti. Il est reparti. Il y a encore un point qui pose problème et qu'il faut trouver une solution. Alors, laquelle? Soit négocier et tomber d'accord, faire des concessions, soit aller en justice pour avoir le fin mot du droit. Et c'est là la question. Je rappelle quand même que l'un des points d'achoppement, c'est la question des congés. Ouais. Or, d'après ce qu'on m'a dit, il faudrait que je vérifie cette information, les IDF de Guadeloupe demandent à ce qu'on revoie le processus de congé qui a été appliqué en France et qui est appliqué par EDF France. Alors, est-ce que c'est possible que le président d'EDF France vienne ici négocier sur les congés des Guadeloupéens sans négocier ceux des EDF France? Je ne sais pas. C'est une situation compliquée. Alors, pour information, à La Réunion, on a une grève aussi qui... Ah bon, EDF? Oui, à EDF, il y a un conflit qui perdure. Mais je crois que vous avez relayé sur Guadeloupe Première. Il y a un gros conflit difficile en ce moment, avec des risques de blocage, etc. C'est extrêmement compliqué. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours sous des questions salariales, des questions de rémunération, des questions de primes aussi. Ça montre que globalement, dans le secteur, il y a un vrai problème. La Guadeloupe en est un exemple. On ne comprend pas effectivement pourquoi on ne peut pas négocier. On se dit, mais c'est quand même un peu curieux qu'on en soit à ce point-là. Et comme disait Olivier tout à l'heure, il faudra bien trouver soit la solution de la négociation, soit celle du tribunal, quoi, aller devant la justice, puisqu'à un moment donné, il faut sortir du conflit, de préférence par le haut. Je crois que c'est souvent ça aussi le problème, hein, c'est que personne ne veut avoir l'air de perdre. Hein, oui. Et on n'a rien à gagner à ce que ça continue. On n'aura pas de blackout encore, non? Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Enfin, on n'a toujours pas su ce qui s'est vraiment passé, hein, ceci dit. Hein. C'est un coup de colère, dit-on, oui. Oui, mais le blackout, c'est l'arme nucléaire. Donc, une fois que on l'a utilisée, il n'y a plus de dissuasion. Hein. Oui, oui, c'est ça. Et surtout que, bon, je pense qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes que ça a été extrêmement mal perçu par toutes les tranches de la population, toutes les franges de la population. Non, il y aura forcément une sortie de crise. On ne va pas rester 2 ans encore. Ça fait combien de temps déjà, c'est vrai? Depuis septembre, c'est ça? Oui, en fait, c'est pas en phase. On est à 3 mois. Il y a eu, oui, mais voilà. Ça, c'est la dernière phase. Voilà. Mais il y avait eu celle de l'année dernière. Parce qu'il y a une rupture là, de négociation. Non, qu'il y ait des grèves, bon, c'est normal, à la limite, non. C'est le fait qu'ils ont été jusqu'au blackout. Et là, je crois que ça a cassé quelque chose dans la façon dont l'opinion publique percevait cette grève-là. Et je pense que là, ils sont au pied du mur. Il va bien falloir trouver les mots justes pour que personne ne perde la face. Oui. Mais s'il s'agit effectivement que de modifier le mode de calcul des congés et qui impacterait l'ensemble de l'entreprise, ça me paraît problématique. Oui. Bon, maintenant, s'il y a des solutions pour les adapter localement, pourquoi pas? Donc, il y a un communiqué qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, le communiqué de l'ANG de soutien au maire de Port-Louis, suite à l'affaire du Cabana. Alors, semble-t-il, quand le Cabana a cramé, tout le monde a pensé que c'était un complot municipal, etc. Le maire ou ses adjoints se sont expliqués.
Est-ce que c'est une affaire qui peut être réglée autrement de votre point de vue? Je pose la question. Très certainement, elle aurait pu être réglée autrement. C'est toujours pareil, mais enfin, il est un peu trop tard. On est obligé de faire la liste des solutions maintenant. Il y a déjà eu d'autres problèmes. Oui. Là, je pense que la municipalité est devant une situation extrêmement difficile parce qu'il y a une procédure qui est engagée. Elle ne peut pas se dire à l'État, on revient dessus, on ne va pas casser. Parce que l'État avait un petit peu lâché l'affaire. Hein. Oui, l'État lâche l'affaire parce que socialement, c'est devenu trop compliqué. Enfin, socialement et politiquement pour eux, l'État ne veut pas s'en mêler, j'imagine. Donc, ils préfèrent laisser le bébé provisoirement de côté. Ils ne peuvent pas le laisser à la commune puisque la décision avait déjà été prise de casser. Donc ça crée une situation extrêmement compliquée. Je ne vois pas très bien comment ils peuvent s'en sortir si tout le monde reste sur sa position. Mais est-ce que l'incendie n'a pas réglé le problème? J'imagine que la personne qui a incendié voulait peut-être régler son problème. En tout cas, le problème, c'est que tout n'a pas brûlé. Donc, l'entreprise continue. Et tout le monde y va. C'est ça le problème aussi. C'est que c'est une entreprise qui, maintenant, a le restaurant à Pignon sur rue. Tout le monde y va. Sur place, pas sur rue. Sur place, c'est vrai. C'est vrai. Et que tout le monde y va. Ça veut dire que c'est devenu une institution pratiquement à pour lui. Ouais. Donc, The Place to Be. Oui, donc la mairie a l'air finalement d'être opposée à quelque chose de devenu légitime et public, ce qui est très embêtant parce qu'il y a réellement un problème de trait de côte, il y a réellement un problème aussi d'aménagement de la plage. Oui, et puis il y a surtout le non-respect aussi. Voilà. Et puis il y a surtout le risque de l'écologie que n'importe aussi. quel Port-Louisien dise mais finalement moi aussi je peux m'installer sur la plage. Donc comment empêcher que quelqu'un d'autre y vienne et trouver illégitime qu'il s'y installe? Alors c'est la difficulté. Alors, et puis la dernière chose aussi, c'est que c'est réellement une belle réalisation. Donc, donc il a fait du beau. Ça aurait pu être un bruit avec deux feuilles de tôle. Comme ce qu'il y a à Gosier, par exemple. Parce qu'à Gosier, justement, il y a eu un problème sur la plage. Hein. Oui, voilà. Ouais. Oui. Donc là, justement, c'est ce qui est un peu surprenant. Mais là, on est dans une situation compliquée. Moi, je me dis, est-ce qu'on ne va pas vers un statu quo dans cette affaire-là? Au bout d'un moment, pas sûr que la mairie. Non, la mairie ne peut pas lâcher l'affaire. Parce que c'est une question politique. Nous ne pouvons pas oublier que c'est l'ancien maire qui avait pris cette décision et que le nouveau maire et l'ancien maire ne sont pas copains. Oui, et qui a soutenu le gérant. Ouais. C'est clair qu'il y a une question politique. Alors, je ne sais pas, il faudrait peut-être trouver une solution pour sortir. Là aussi, pour sortir par le haut, que la mairie, effectivement, garde une bonne image, mais c'est très difficile en s'étant opposé absolument à cette affaire-là, ou alors il faut attendre qu'il y ait un cyclone, que la moitié de la plage ait disparu, peut-être. Oh, il est méchant. non, mais à la limite, on est dans une situation absurde comme ça. Hein. Même le cimetière lui-même pose problème. Mais ça pose aussi... Je pense que c'est peut-être aussi l'occasion de réfléchir sur comment on aménage nos plages. Espaces maritimes, oui. En laissant aussi la possibilité qu'il y ait des entrepreneurs. Quand je dis entrepreneurs, c'est des restaurateurs, des gens qui font de l'animation, qui puissent aussi valoriser ces plages-là. Parce que maintenant, avec la réglementation, vous avez le Conservatoire du littoral, vous avez l'ADL, vous avez les affaires maritimes, vous avez... comment ça s'appelle, une agence qui s'occupe des plages, etc. Ça devient extrêmement compliqué. Et quand vous voyez dans les pays avoisinants, comment eux, ils exploitent ce patrimoine naturel, mais ils l'exploitent dans le bon sens, c'est-à-dire... ils trouvent des équilibres. Voilà, et c'est pas seulement pour les plages. Comment ça se passe à Saint-Martin. Mais c'est pas seulement pour les plages. C'est aussi, on a des rivières, on a le volcan, etc. On ne peut pas non plus rester complètement enfermé sur une réglementation qui souvent d'ailleurs n'est pas adaptée à nous, à nos pays, qui vient de l'Hexagone. Et c'est peut-être l'occasion, à l'occasion de ce conflit, de se poser ces questions-là. Parce que comme Jacques l'a dit, cette réalisation a été magnifique. Moi, je sais que la première fois où j'y étais, d'ailleurs, j'ai rencontré des gens de la préfecture qui n'étaient pas loin de moi. Donc, je ne sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui ont été là ont été... soufflé par la réalisation. Pour comporter ce que disait Jean-Claude, la législation n'est pas adaptée, mais elle n'est pas adaptée en France non plus, parce qu'on a un système où on sait soit on interdit complètement, soit on autorise. Alors qu'effectivement, dans beaucoup de pays, il y a une souplesse, c'est-à-dire qu'on adapte
s'il le faut, les établissements en leur demandant d'être démontables, d'être ci, d'être ça. Mais on utilise l'environnement. Moi, il se trouve que c'est valable à travers, c'est partout. Hein, ça veut dire que vous voulez installer quelque chose. Donc, c'est interdit. C'est interdit, vous ne pouvez rien faire. Ouais. Résultat, ça fait des conflits. Alors que le produit peut économiquement avoir un intérêt. C'est ça le problème. Et donc les maires sont pris dans ça. Hein. Le cabana, c'était une attractivité pour lui, c'est ça? Ah, mais c'est certain, c'est certain. C'est indéniable. Le week-end, ça. Oui. Et à la limite, peut-être qu'il fallait réfléchir à comment on installe. On lui avait proposé un autre lieu. Oui, mais à partir du moment où la personne est arc-boutée, elle a déjà fait l'investissement et a été soutenue par un ancien maire, c'est un peu gênant. Peut-être qu'il faut envisager... Et qu'il a créé des emplois aussi. Voilà. Alors peut-être qu'il faut envisager quelque chose d'autre, un autre type d'aménagement qui serait dans la continuité de ce qu'il fait. Et là aussi, tenir compte aussi de l'état de la plage, c'est effectivement qui est rogné. C'est plus la plage de Port-Louis d'avant, hein, c'est un petit peu réduit. Alors, deux petits mots, messieurs, sur... c'est pas un conflit cette fois-ci, mais c'est la résolution d'un problème qui se pose, le problème de l'eau. On a changé de président. Est-ce que l'eau sera meilleure en Guadeloupe? J'ai reçu ici un maire, M. Thierry Abelli, qui m'a dit qu'il faut soutenir M. Louisi, parce qu'il aura les moyens de faire en sorte de faire mieux que le précédent. Alors, je ne sais pas si le nouveau président aura les moyens de faire mieux, mais j'ai constaté qu'il y a plus de communiqués sur il y a une meilleure communication. Les fermetures enfin les dysfonctionnements dans l'approvisionnement en eau, c'est beaucoup plus rapide. Bon, il y a toujours les problèmes d'eau. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas, mais il faut véritablement impulser quelque chose de visible pour que la population et le consommateur qui paie voient qu'il y ait au moins quelque chose qui soit réalisé concrètement, rapidement, pour au moins apaiser les colères. Alors, j'ai entendu un ministre en France dire, ou je ne sais pas, Noël Buffet, dire que d'ici 2025... tous les problèmes d'eau seront réglés un peu partout. Il est optimiste. C'est lui qui a dit ça. Justin avait promis de résoudre les tours d'eau en 24 mois. Hein. Et c'était en 2017, je crois. 2017. La question de Donald Trump, ce sera dans la journée. Oui, c'est ça. Oui, c'est une journée en 24 heures, en moins de 24 heures. Non, mais il faut dire aussi que Ferdi Louisi devient président. Après, quand même, il y a eu beaucoup de choses de faites. C'est-à-dire qu'il peut aussi récupérer des bons résultats parce que c'est vrai qu'on ne voit que les coupures. Mais il y a eu énormément de choses qui sont faites. Et là, c'est un bilan qui est... Voilà. J'ai vu son bilan, il y a beaucoup de choses. Et bénévolement. Oui, bénévolement, c'est vrai. C'est suffisamment rare pour le rappeler. Pour le rappeler, c'est vrai, c'est bénévole. Mais par contre, ça a changé. Oui, j'ai vu ça a changé. Ah oui, il y a un changement? Oui, il y a des émoluments. Mais en attendant, il y a eu beaucoup de travaux de fait, beaucoup de choses ont déjà été réalisées. Et on n'en parle pas beaucoup, et c'est certainement de la faute même de la gouvernance. Parce qu'on leur a souvent dit, à la limite, ils ne laissent jamais parler les techniciens. C'est toujours un politique qu'on voit qui répond, mais on ne le croit pas quand ils viennent dire oui, mais je vais faire ou j'ai réalisé, on ne le croit pas. Alors que quand c'est un technicien qui est là et qui dit on est en train de faire, on est dans l'eau, on le croit. Et l'État a fait pareil aussi, parce que lorsque vous mettez un sous-préfet à dire la même chose, c'est pareil, on ne le croit pas. Donc on croit les gens qui sont sur le terrain. Je crois que, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de fait, il y a eu beaucoup d'investissements quand même énormes, on les voit. Donc on peut croire qu'en 2025, tout ira bien? Alors tout n'ira peut-être pas bien, mais certainement Ferdi Louisi pourra toujours dire ça s'est amélioré. Oui. Puisqu'il aura quand même hérité d'une situation. Le bilan de Louisi aussi a été positif, je ne me souviens plus. Ah oui, non, mais il n'est pas resté longtemps. C'est lui qui l'a liquidé. Il a liquidé. Oui. Excédent budgétaire. Oui. Et en plus, il arrive, il récupère un bilan qui n'est peut-être pas si mauvais que ça, à part quelques chiffres qu'on nous présente, un peu de déficit, en fait, il n'y a rien de nouveau. Il était déjà dans le conseil d'administration. Il y a plus des problèmes d'organisation. Il ne faut pas oublier non plus d'où vient le SMAG. On a mis une structure qui était moribonde, qui avait énormément de problèmes, qu'on a fusionné avec d'autres structures qui, elles, fonctionnaient souvent. Dans les régies, Nord-Basse-Terre, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Basse-Terre, etc. Avec des personnels qui avaient des statuts complètement différents, d'une organisation différente. C'était vraiment un travail de... ramené par le haut. C'est un travail de titan. Et en plus, des syndicats différents. Donc,
je ne dis pas que c'est très bien ce qu'il a fait, mais on ne peut pas non plus dire que il n'était pas le seul acteur. Et c'était pas évident du tout. Il y avait l'État, il y avait l'État. D'ailleurs, rappelez-vous, il n'y avait pas beaucoup de postules au moment où on devait choisir le président. Non seulement parce que c'était pas rémunéré, mais en plus c'est que la tâche, elle est toujours d'ailleurs. Oui, elle est herculéenne. Alors en plus, il n'est pas le seul acteur parce qu'on a l'office de l'eau, le département, la région, l'État. Il y a quand même beaucoup d'argent qui circule. Il y a beaucoup d'acteurs. L'État même a mis des techniciens, donc aussi impose des choses. C'est extrêmement difficile à diriger. Le président n'est pas seul dans cette affaire-là. Et comme le rappelait aussi Jean-Claude, le problème du personnel, le problème de la remettre en cohérence tous ces différents acteurs, plus les annulations de recettes. On a annulé des recettes. On a considéré que les gens n'allaient pas payer, ils protestaient, donc on annule 2 millions par là. Telle collectivité qui devait 20 millions, on lui dit, bon, mais écoute, on oublie. Mais oui, c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui devaient de l'argent, qui n'ont jamais payé des collectivités. Je parle principalement des communes qui devaient de l'argent, qui n'ont pas payé. C'est la même chose au CIVAD d'ailleurs. Donc on a des situations un petit peu compliquées. Le CIVAD a pu quand même se sortir d'une situation compliquée comme ça. On ne sait pas pour combien de temps, mais il nous reste 5 minutes, messieurs. Je voudrais quand même, avant de conclure, dire deux petits mots sur l'état de la presse guadeloupéenne. Et je m'adresse aux journalistes de la presse écrite, peut-être audiovisuel dira quelque chose. Quelle est aujourd'hui la situation de la presse guadeloupéenne? Je ne sais pas, je vais laisser mon ami Jean-Claude. Jean-Claude veut parler. Je ne sais pas si on peut faire un vrai panorama, mais en tout cas, c'est un peu comme ailleurs dans le monde. Il y a énormément de bouleversements. Et ça se voit pas forcément directement, mais tant dans la presse écrite, bon, ça, on en a déjà parlé, même sur ce plateau-là, ça date déjà de quelque temps, mais dans l'audiovisuel et surtout par rapport aux forces d'argent qui ont investi à la fois les médias traditionnels, que les médias, je dirais, tout ce qui concerne la sphère numérique, Internet. Et on a vu aux États-Unis ce qui se passe avec l'emprise d'Elon Musk sur la campagne et avec tous ses satellites. On voit en France, je ne sais pas si vous avez entendu, on savait déjà qu'il y avait il y avait quelques groupes très importants qui avaient mis un peu le grappin sur les différents médias français. Mais là, cette semaine, on a appris que ces groupes-là, justement, se sont alliés pour acheter, disons, la première école privée. Alors, c'est pas... pour les écoles de journalisme, vous savez, il y a 14 écoles qui sont agréées. Donc, celle-là n'était pas agréée, mais dans les non agréées, donc les écoles complètement privées, c'était la plus importante. Et ils se sont alliés. Donc, quand je dis ils, ben, c'est les Bolloré, c'est les Arnaud, c'est les Niel, etc., pour acheter cette école. Donc, ça pose beaucoup de problèmes déontologiques. Et ce phénomène-là, ben, il est... comment dire, il est sous-tendu par l'utilisation de la presse qui est faite aujourd'hui, qui n'est plus celle qui était faite il y a 30 ans, ni même il y a 10 ans. Ni même il y a 10 ans. Donc, nous, ici, bon, on a un panorama de la presse qui est quand même relativement stabilisé. Bon, au niveau de la presse écrite, on est toujours les trois. On est toujours les trois, plus le quotidien, 3 magazines, il y a les 2 grandes radios, il y a beaucoup de radios à côté, il y a les télés privées. Mais on voit que ça se développe, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, justement sur l'Internet, sur le numérique. Donc il y a beaucoup d'initiatives, des fois quand moi-même je me trouve au courant de ça par hasard, il y a beaucoup d'initiatives de gens qui investissent je ne dirais pas la presse, mais le réseau d'information numérique. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas de vue précise sur ce secteur-là, qui se développe.
quelquefois dans l'ombre, sur des sujets quelquefois très, très ciblés, et on n'a pas idée de ce que ça représente vraiment en termes d'audience, en termes d'influence, etc. Voilà. Jacques? Non, mais moi, je confirme tout ce que vient de dire Jean-Claude. Il est clair que nous, en plus, on est sur un territoire qui est extrêmement petit. On a du mal à être ensemble avec la Martinique. On a du mal à être sur un territoire plus large. On est quand même 45 millions dans la zone Caraïbe. Oui. On est quand même concentré sous nos 380 000 personnes. Chacun, parce qu'en Martinique c'est pareil, où beaucoup de journaux ont disparu en Martinique. Ah, ils en ont beaucoup moins que nous. Voilà. Ouais. Donc le modèle économique, il est moribond pour ce qui est du papier, ça il faut le reconnaître, parce que beaucoup le gros lot de l'information, il est soit en audiovisuel, et même là aussi, on voit les gens regardent moins la télé. Je crois qu'il y a eu de gros investissements chez vous sur l'information en ligne. Maintenant, voilà. Donc les gens sont en ligne, et je crois que la raison, il y a beaucoup d'investissements aussi, alors, plein d'initiatives. Alors pour deux raisons, parce qu'effectivement c'est moins coûteux, il y a une économie d'échelle, nous on paye le papier toutes les semaines, donc ça c'est un coût, et c'est de plus en plus cher. Et il y a l'autre raison, c'est que ça permet de s'ouvrir à d'autres publics, notamment sur la diaspora, sur les gens qui sont à Paris ou ailleurs. Ça permet de s'ouvrir aussi sur la Caraïbe. Je crois qu'il y a un marché naissant qui n'est pas structuré, mais il est clair que sur la mission première du journalisme et de l'information, s'il n'y a pas une intervention publique forte sous une forme quelconque, on ne pourra pas la protéger. Je pense que quelque part, elle sera forcément au maître de priver des groupes comme ça, parce que là, on voit ce qui se passe en France, mais il n'y a absolument rien n'empêche ces groupes-là, ils ont déjà essayé d'ailleurs, de venir s'installer. C'est le cas avec France-Antilles, mais c'est valable avec d'autres. C'était même dans l'air. Hein. Voilà, ils prennent des parts. Au niveau audiovisuel, c'était dans l'air. Hein. Voilà, donc on est dans une situation difficile, donc je crois que là, il faut aussi que la classe politique s'empare de ce sujet-là, ils se disent, mais tiens, si on veut maintenir, pas forcément une presse complètement indépendante, mais si on veut maintenir une qualité de l'information, et qui soit en rapport et en cohérence avec les volontés de développement, etc., ou de défense de la démocratie, il faut faire quelque chose, et il faut une part publique qui existe déjà, mais qui est insuffisante. Un dernier mot avec Olivier sur ça, sur la presse. Oui, en fait, c'est important de conserver un pluralisme de l'information, qu'elle soit papier, numérique ou audiovisuel, parce qu'on voit l'offensive des grands groupes, ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt quelque part, et le jour où tout sera sous la coupe de grands groupes, on sera mal. C'est déjà presque le cas. En tout cas, merci messieurs d'être venus pour cette première du beau cantage. Oui, vas-y. C'est une cocagne, ça s'appelle. Pas de problème. Voilà, une cocagne. La sortie d'une compilation des éditos que nous allons faire avec les dessins d'Éric Nago. Je vous en laisserai un. Il y a plein de caricatures. Volontiers. Il y a plein de caricatures, donc je vous les ramener. Je crois que même j'ai été caricaturé. J'ai été caricaturé une fois. Oui, tout à fait. Vous étiez souvent dedans. Vous avez fait des choses qui ont provoqué ça. Oui, alors je vous le laisse. Oui, merci, Jean parlerai. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième édition. Voilà, merci, Boucantage médiatique, le BMG, comme on va l'appeler progressivement. Oui, et à bientôt. Merci Jean-Claude d'avoir fait le déplacement. Juste la pointe. Vous venez juste la pointe, hein? Vous venez juste la pointe. Non, la pointe. Ouais. C'est ça qui a dit juste basta. Oui. Voilà. Il est 13h31. C'est la deuxième pause et la dernière séquence. Tout à l'heure, on va recevoir Max Ripon pour son dernier ouvrage, Une étoile de mer bien arrondie. À tout de suite. Voilà, il est 13h37, c'est la deuxième et dernière séquence du ZCL News. Dans un instant, on va donner la parole à M. Max Ripon. Il est avec nous. Longtemps, pas vrai. Il a sorti un ouvrage qui s'appelle Estrella. Enfin, un des ouvrages, puisqu'il va nous parler d'autres. Une étoile de mer. Bonjour, Max. Eh bien, bonjour la Guadeloupe à travers Danick. Je dis bonjour à tout le monde. Merci. Bonjour, madame. Et on va revenir sur l'actualité avec Iman rapidement. Mais tout de suite, je le redis, Toutankhamon, c'est demain soir au Palais des Sports du Gosier. Si vous faites le 96-10-10 et vous répondez à la question qui était Toutankhamon, le vrai, vous pouvez gagner un ticket pour aller au spectacle demain soir. Et vous avez exactement 10 minutes pour le faire. Au-delà, c'est perdu. Voilà.
Les infos avec Iman News. Oui, on va parler de la journée annuelle des managers hospitaliers. Donc la gestion des établissements hospitaliers, c'est un enjeu majeur, surtout en Guadeloupe, avec les différents défis auxquels nous sommes confrontés. À l'occasion de cette journée, les responsables ont pu échanger sur les bonnes pratiques et réfléchir à comment améliorer les structures. On voit un reportage d'Olivier Félix. C'est un sujet d'actualité. Comment prendre en charge aujourd'hui, comment prendre en charge demain. Et qui dit prendre en charge le patient, il faut parler de management, il faut parler de formation, mais il faut parler aussi du nerf de la guerre qui sont les finances. Et puis aussi le côté intelligence artificielle qui fait son entrée depuis quelques temps dans le monde hospitalier. Donc voilà, toutes ces conditions sont réunies pour qu'on puisse en discuter avec nos intervenants de l'Hexagone, nos intervenants de Sainte-Lucie, mais également avec nos congressistes bien locaux, donc avec les managers hospitaliers de l'ensemble du territoire. Et ce qui est un point positif pour moi aujourd'hui, c'est de voir le nombre de directeurs d'hôpital présents à ces journées. C'est essentiel et très opportun en fait parce qu'à Sainte-Lucie comme dans toute la Caraïbe se posent des problèmes quant à la gestion des hôpitaux et des infrastructures. Donc il est essentiel que nous dans toute la Caraïbe nous puissions nous rassembler pour porter des solutions à nos préoccupations. L'intelligence artificielle va collecter des données et il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement scientifique où l'on sait qu'il y a des bases de données très solides qui vont être compilés et qui vont permettre d'apporter une aide pour un diagnostic, par exemple, voire même une orientation thérapeutique. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement intéressant, dont on ne pourra pas se passer. La deuxième aide que l'on peut avoir, c'est soulager un certain nombre de responsables, de décideurs, de tâches bureaucratiques, voire répétitives, pour leur dégager du temps. Et ce temps dégagé doit être au profit des équipes. Et donc, à mon avis, c'est un outil qui devrait améliorer la qualité du management. Mais en n'oubliant pas qu'à l'hôpital, c'est avant tout un monde humain, c'est-à-dire qu'il y a des relations humaines au sein d'un hôpital, d'un service, d'une unité quelle qu'elle soit, et une relation humaine incontournable entre la personne qui soigne et la personne qui se fait soigner. Et enfin, cette intelligence artificielle ne nous dispense pas de rester très professionnels, c'est-à-dire d'avoir des connaissances, d'affiner tout au long de la vie les connaissances en fonction de l'évolution de la science et d'avoir un raisonnement humain qui est aussi basé sur les compétences d'une part, mais aussi l'expérience. Donc ce sont deux outils complémentaires et certainement pas ni en opposition, ni en dominance de l'un par rapport à l'autre. Et parlons maintenant de mobilité professionnelle dans l'éducation nationale. Une journée s'est déroulée qui traitait de cette problématique et en mettant en avant les dispositifs et les opportunités pour les acteurs de l'éducation nationale. Max Morel nous en dit plus, on voit un reportage ensemble. Oui, évidemment, c'est un jour important dans l'année de se réunir avec l'ensemble, je dirais, des maires de l'outre-mer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à Issy-les-Moulineaux, Palais de Congrès, nous avons effectivement évoqué les problèmes de l'eau et de l'assainissement. Et comme vous le savez, c'est vrai que c'est un combat que nous, les maires, que nous menions avec le syndicat eau et assainissement. Et c'était aussi un moment pour écouter chacun dans leur département ou territoire d'outre-mer pour évoquer leurs problèmes et partager un petit peu les problématiques que nous rencontrons au niveau de cette affaire. Bien évidemment, nous avons eu certainement des interventions assez, je dirais, directes envers le gouvernement, mais aussi envers nous-mêmes aussi, parce qu'il y a une façon aussi de présenter l'affaire pour que nous puissions avancer normalement dans les investigations que nous faisons par rapport à nos populations. Eh bien, je pense que c'est très bien. On a pu répondre à un certain nombre de questions. Le ministre d'Outre-mer est venu à notre rencontre et nous a donné partiellement quelques réponses qui ne nous satisfont pas tout à fait. Mais enfin, il a pu quand même donner quelques réponses. Ensuite, sur la vie chère, je pense que là aussi, c'est un travail qui nous concerne. C'est une affaire qui nous concerne tous. Et nous sommes tous impliqués dans cette affaire-là.
Je pense que avec nos sénateurs, avec nos députés, ils ont pu mettre en évidence pour réétudier le fonctionnement, je dirais, de cette vie chère. Écoutez, hier, ça a été une journée, bien sûr, comme chaque année, hein, bien que je ne viens pas chaque année. Hein, ça fait pratiquement 5 ans que je ne suis pas venue. Mais ce que j'ai surtout retenu, c'est que nous sommes de nombreux territoires, et pas seulement la Guadeloupe, la Martinique était présente, la Guyane, mais aussi Mayotte, des territoires de Polynésie, du Pacifique aussi également. Et ces différents territoires, nous avons fait le constat que nous avons des problèmes qui sont semblables, et particulièrement les problématiques autour de l'eau. Alors chez nous en Guadeloupe, c'est vrai, de grosses difficultés pour de nombreuses communes, beaucoup de tours d'eau, l'eau qui manque aussi également dans les robinets pendant un certain nombre de jours. Et c'est vrai qu'à Bémao, la difficulté est moindre parce que nous avions anticipé par le passé en reprenant un certain nombre de nos canalisations. C'est le premier salon mobilité professionnelle dans l'éducation nationale. On a réuni le personnel de l'éducation nationale, on est nombreux, on est plus de 200 ce matin. Donc ça signifie que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et les gens ont décidé ce matin de se réunir pour entendre des conférences. Donc des conférences sur la mobilité professionnelle dans le microcosme de l'éducation nationale, mais également à l'extérieur, parce qu'on a des conférenciers qui viennent des territoriaux, donc qui vont nous expliquer aussi comment migrer de notre ministère vers les territoriaux. On a voulu réunir sur un site, le site de Taonaba, tous les professionnels de l'éducation nationale pour pouvoir parler de mobilité. Et chacun, justement, pendant 5-10 minutes, lorsqu'on a commencé, a donné son expérience de mobilité. Ce qu'ils étaient au départ, enseignants, ce qu'ils sont devenus, grâce à des concours, grâce simplement en postulant pour un emploi, ce qu'ils sont devenus, comment ils le sont devenus. Et l'objectif de la journée, c'est de voir tous les dispositifs qui existent pour pouvoir migrer, pour pouvoir profiter d'une mobilité et mieux vivre son travail. Et on a déjà quelques retours, même si ce n'est pas encore terminé, quelques retours sur le bienfait, en fait, les bienfaits qu'ils ont déjà à trouver un espace comme celui-là, comme ce salon, pour pouvoir parler enfin de la mobilité et aussi surtout avoir toutes les informations dont ils ont besoin. Parce que c'est vrai que trouver les informations sur ce sujet peut être assez compliqué parce que c'est un sujet assez vaste. Quand on parle de mobilité, on parle vraiment, il y a plusieurs thèmes, plusieurs axes sur lesquels on peut l'aborder. Donc voilà, on est content en tout cas qu'il y ait autant de monde aujourd'hui. On a très souvent des documentations, on peut aller sur Internet, mais lorsqu'on a la chance de rencontrer des gens qui ont vécu ces mobilités-là, d'échanger avec eux, on sait quels sont les écueils, on sait quels sont les avantages et ça permet de mieux affiner son projet personnel. Bien, voilà, je vous l'ai dit, on reçoit M. Max Ripon. Max Ripon, c'est un poète connu et reconnu au niveau national en Guadeloupe, mais au niveau international aussi. Il m'a regardé, mais pas que, il est guadeloupéen aussi. Et il a déjà écrit des choses extraordinaires. Je me souviens avoir fait étudier ça à des élèves. Et là, Max, je suis étonné d'un ouvrage pour les jeunes, pour les petits. Alors, d'après ce que j'ai lu et j'ai cru comprendre, tout est parti de Sainte-Rose. Je crois, en général, ça parle de Marie-Garnotte, mais là, c'est parti de Sainte-Rose. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêteté intellectuelle. Oui. Je suis invité par l'OCCE, coopérative de l'école, et à intervenir dans le bassin rural de Sainte-Rose, autour du Mont Zizi, par là. Et je suis pendant 2 mois ou un peu plus, chaque semaine, à rencontrer des classes sur un projet d'écriture, que je transforme en projet de vie. Et un jour, dans une intervention, dans une maternelle grande section, les enfants sont apprivoisés par votre présence petit à petit. Et un jour, un enfant me dit, « Monsieur, l'étoile dans le ciel, elle est tombée dans la mer. » Alors, je dis tout ça. Le poète est un grand enfant. Il dit, « Effectivement, elle est tombée dans la mer. » Et on continue avec l'enfant, mais il ne peut pas remonter. Il dit, il ne peut pas remonter alors. Alors, je me suis dit, tiens, tu sais, on va écrire ça. Je propose à la maîtresse de traiter le sujet, les enfants, à main levée, et je garde dans ma tête quelque part l'idée de répondre à une sollicitation moult fois renouvelée, en me disant, il faut écrire quelque chose pour les enfants.
moi j'ai toujours dit que les enfants, l'enfance, c'est une porte d'entrée de la vie. On est enfant pendant 4-5 ans pour devenir un jeune et on essaie de rester jeune toute sa vie. Donc c'est la jeunesse qui compte dans la vie de l'homme. L'enfance, c'est une porte d'entrée. Donc j'ai écrit cet ouvrage-là qui est pour la jeunesse, que tout enfant qui sait entendre peut déjà l'entendre lire par quelqu'un, et tout le temps de sa vie, il devrait être accompagné. Alors j'ai terminé cela, pour moi c'était clair. J'ai répondu à cette préoccupation de mes amis d'écrire pour la jeunesse, pour les enfants. J'ai dit, je consacre 3 ouvrages, un triptyque, ça fait toujours très bien. Ah, c'est un triptyque. Un triptyque. Oui. Et j'ai publié donc l'histoire de l'étoile de mer, et sorti déjà l'histoire de la goutte d'eau qui meurt. C'est une très grande tristesse. Oui. Et mourir en tant que gouttelette d'eau. Et puis un autre titre que je laisse le temps de savoir, parce qu'il sera sur le marché très prochainement. Nous éclusons les productions. Mais ça veut dire que vous écrivez tout le temps? Moi, je mange tout le temps, je dors tout le temps, j'écris tout le temps. Oui. Alors, j'écris tout le temps, dans ma tête, et bien souvent avec mon stylo. Mais j'écris toujours dans ma tête. J'ai toujours dans ma tête un texte qui est en train de s'écrire. D'accord. Là, pour l'instant, je suis en train d'écrire dans ma tête un texte, et il est là, il ne sortira peut-être jamais, mais pour moi, c'est apaisé. Alors, ce qu'on remarque aussi dans ce trait-là, c'est le texte, il est très frais au niveau de l'écriture. Effectivement, s'adapte bien aux enfants. Je ne vais pas vous faire lire, parce que vous n'aimez pas lire ce que vous écrivez, je sais. C'est toujours très mauvais quand je lis ce que j'ai écrit, je trouve ça très mal. Oui. Très mauvais, alors. Mais le texte, il est bien dessiné. Et la personne, je ne connaissais pas cette personne. Alors, comment ça s'est passé, la mise de la mise en écriture à la mise en dessin? Alors, je suis un écrivain volontiers fainéant qui ne fait qu'écrire. Oui. Quand j'ai confié à l'éditeur ce que j'ai écrit et il tombe d'accord sur mon travail, le reste lui appartient. Donc je ne connais pas la personne qui a illustré. Il n'y a pas eu de, je ne la connais pas. Visualisation. Je la salue. Maintenant, je peux la rencontrer, mais avant, je ne voulais pas la rencontrer. Oui. Elle est seule devant son défi. Là, je suis séduit par ce qu'elle a fait. On peut donc se rencontrer. Ah oui, c'est très frais. De très belles prémices ont été faites. Je peux la rencontrer. Oui. Je n'ai pas son nom en mémoire. Même pas. Je n'ai pas gardé son nom parce que oui. C'est pas une différence. C'est parce que je dis. Lopez, hein. Elle a fait son travail. Oui. Et je suis séduit par ce qu'elle a fait. On est prêt à se rencontrer. Oui. Non, parce donc, c'est très bien fait. Hein. Elle a épousé. Alors, je crois que je dis souvent, je suis un auteur pour être chanceux. Ça tombe dans une série de choses où les étoiles sont alignées. Ça tombe au niveau des fêtes de fin d'année. Oui, c'est bien les étoiles qui sont alignées. Elles sont alignées. Oui, oui. Elles sont alignées, vraiment, je trouve. Parce que ça tombe au moment des fêtes de fin d'année. On n'a pas fait exprès. Oui, c'est vrai. Ça s'écrit pour les enfants, et ça c'est pas fait exprès. Ça s'écrit dans des manifestations qui vont avoir lieu ces jours-ci. Ça n'a pas été un calcul. Ça n'est pas c'est un cadeau pour les enfants. C'est pas une rétro-pédalage, une rétro-synchronisation. Ça tombe comme ça, et c'est tant mieux. Donc je dis, c'est un ouvrage écrit pour le monde qui sait lire. Qui passe de l'enfant à l'adulte. Et il faudra toujours un adulte pour expliquer à l'enfant ce que c'est. Il faudra toujours un enfant pour dire à l'adulte, mais comment ça se fait qu'on racle les fonds des océans pour récupérer toutes sortes de choses, oui. y compris retrouver la bague de Tabaoli ou son dentier, je ne sais pas, quelque chose dans l'océan, oui, qu'on a raclé l'océan, oui. pour prendre des fruits de mer qu'on va vendre dans des étalages. Parfois, ils sont trop nombreux à l'étalage. Ils sont pourris, on les jette. Alors que dans la mer, les poissons, ceux qui sont là, l'étoile de mer n'arrive pas à avoir à manger. Oui. Donc, elle s'est débrouillée pour manger. Alors, autre chose, Max, c'est que on vous connaît comme poète, je vais dire international, mais poète national aussi, parce que vous écrivez beaucoup dans notre langue. Et dans ce texte, pour les enfants, pas beaucoup de créole. C'est un choix. Ah, tout est créole. Tout est créole. Parce que écrire en créole, ce n'est pas mettre un mot créole. C'est-à-dire que c'est la pensée. Si vous mettez un petit mounadon devant un baril de l'eau, vous mettez pelle fraîcheur à midi, en soleil. Ouais. Maman écrasé quand il fait ses sous-maqués, mettez un petit brin de diri ça dans un petit bitin comme ça, il commence à baigner, il faut tête taille, puis il fait il boit un petit cuillère de l'eau en bouche, il pas avaler pour pas faire choc technique.
Vous pouvez mettre ça en toute langue, son geste créole. C'est le geste, la conjoncture qui est créole, et on peut écrire un texte puissamment créole. Alors, en japonais. Où le diable était encore un gentil garçon. Qu'est-ce qu'on dit ça en créole, vous savez ça? Les diables petits garçons. Les diables petits garçons. Ouais. Une étoile tombe dans l'océan lors d'une éclipse de soleil. Non, là, c'est un poème, ça. Mais en fait, alors, est-ce qu'on... Si on a là... Tirolien me disait... Bon, mais il a raison. Travaille durement. Travaille dans l'indifférence totale. Têtument à l'ouvrage, comme disait Césaire. Et si tu sens que c'est facile le mont que tu vas gravir, trempe tes pieds dans l'eau savonneuse pour avoir affronté les glissades de l'escalade. Alors, quand on devient un poète, on a la mesquine chance d'être un poète, et l'indigence d'être un poète, parce que c'est pas avec ça qu'on fait la fortune. Alors on fait... moi, j'aurais aimé avoir, en tant que poète, avoir écrit, et je crois en Dieu quand quelqu'un a de la difficulté. J'aime bien. Alors, les habitants se mal parlent. Oui. Et rient de leur chariot qui déborde. Ils se montrent solidaires. Plus qu'à l'habitude, le ciel tourne à l'eau clair. La frousse prend le cœur à la gorge. Donc, c'est créole. Ou pas la frousse. Oui. Mais en fait, à quoi que... Scène-là, ça sont scènes tellement naïves que c'est qui... on pourrait dans son non-signifiance ou son insignifiance qui peut dire, arrêter pour dire que finalement, parce qu'en fait dans la réalité, quand on réfléchit à cela, nous sommes tellement indifférents que si demain, dans l'autobus que vous prenez, et bon, moi, une poule monte, donne son ticket, s'assoit à côté de vous, vous regarderez et vous continuerez votre chemin. Ça ne va pas vous déranger que la poule monte. Si c'est un serpent, que paye, mais c'est son poule, il prend un là qu'on vaut. Il y a une sorte d'indifférence, on s'accommode rapidement à ce qui devrait être choquant. Au contraire, des loulous à cadencer les dominos. Oui. Parce que c'est vite à Goka. Mais là, on va frapper. C'est marqué, c'est marqué. Là, c'est double système, c'est marqué. C'est piqué. En fait, on texte créole, on dit ça en tout genre. Son langue à respecter le créole, c'est une ambiance, un contexte de parole. Et on peut écrire un texte brillant, juste à tout point de vue en japonais ou en grec. Oui. D'ailleurs, j'ai traduit. Max, vous pouvez voir de signer les blancs ou j'ai fini les signatures? Alors, on me dit que belle, c'est que moi, j'ai signé première fois à Cultura. Bon, finalement, quand c'est mon âge, pour un livre, je pense que c'était prend. Sauf qu'on est temps après, il y aura que les fonds de tiroir, pas d'autres livres encore, alors on partit, pas d'autres livres pour signer. Et alors, quand c'est mon âge, que plein stylo au moins. Et nous, nous pouvons même lancer le livre-là, parce qu'il faut nous lancer à Sainte-Rose. Ah oui. L'ombrique a été à Sainte-Rose. L'ombrique a été, effectivement. Et il faut directeur à Sainte-Rose qui t'a demandé en fait projet là, extraordinaire d'engagement. Il faut en ramener là à Sainte-Rose, en payer à Sainte-Rose. Sainte-Rose Market, voilà. Et alors, peut-être que l'avantage d'un poète, c'est qu'il n'ont côté qu'à rester, et n'ont côté qu'à habiter. Moi, qu'à habiter au côté, en restant dans tout l'hôtel. Bon, prochain livre, dis-moi, c'est La Goutte d'eau. Alors, c'est la mort de Tigout est mort ce matin. Bon, qu'il faut venir pour parler de ça. Obligé. Alors, comme par hasard, c'est des non-teintes, on dominante de couleurs, que Tigout a même teinte là. Alors, on croit que c'est intéressant. Bon, on vient du peuple là, bon voilà, et on n'a pas lâché travail, on a fait. Et c'est toujours le travail là, c'est toujours la poésie, c'est toujours le poète. Pas laguer. Voilà. Ça trouve belle. Voilà, il va être 14h. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a eu la première du beau cantage médiatique avec Jacques Dancal, Olivier Lancien, Jean-Claude Rode, journaliste avec eux. On a beau canté, beau cantage médiatique avec MTI, nous beau canté ainsi l'actualité de la Guadeloupe et d'autres pays. Et ensuite, on a eu, avant Max Dupont, on a eu des informations avec Iman News. Oui, les informations, on a parlé de la journée annuelle des managers hospitaliers ainsi que de celle de la mobilité professionnelle dans l'éducation nationale. Voilà les deux sujets. Et je profite pour annoncer aussi la sortie du livre de spécial Nouvelle Semaine. C'est un bouquin que je n'ai pas encore lu, avec des éditos. Ils ont ramassé tous les éditos et aussi les caricatures
qu'on dit poterie macaque, comme on dit en créole, un certain nombre de monde, il faut le dire ça. Et puis si ce n'est pas une esprit là, à Saint-Rose, au moins, mon Saint-Rose qui a gardé attendre, pour on n'a pas au prix. Nous pouvons, à part faire ça, en cas écrit livre, le reste, c'est travail à éditer. Mais nous pouvons faire pour ça une belle rencontre. Et bon, pas des bateaux qui sont sortis quand vous pouvez Saint-Rose, mais on fait faire pour ça, pour lier tout à ça. Nous faisons un vrai travail parce que bon. Et puis en cas de pays là, ça. Et après, distinction, vous mettez 6 épaules en moins. En cas à part pour connaître ça, faire, c'est pour missionner ou missionner. C'est pour moi, obligation des produits pour justifier ça, confiance pour 6 épaules en moins. Alors ça, en cas, faire mon œuvre, moi, mériter ça. Merci Max. Réalisation Jordan avec le soutien de Evans derrière. Et puis nous, on se retrouve lundi avec Iman. Oui, tu seras là lundi, Iman? Oui, toute la semaine. Oui. Je suis là. Et puis vendredi, surtout, le gala, on rappelle. Oui. Ah, le gala, le gala, voilà. Le 29, oui, bien sûr. Mais toute la semaine qui vient, on en parlera. Tous les jours. Ne t'inquiète pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Sur les routes, attention, restez veillatifs, pas rouler trop vite. Et quand on va dire, si vous boivez la route, eh bien, pas prendre la route. Et nous avons des autres passions, bon petit week-end quand même. Et nous allons retrouver nous lundi à midi et demi. Bye bye. ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.